Chers moustistes, bonjour. Nous allons parler du syndrome d'aliénation parentale extrêmement controversé, qui, selon les associations, serait responsable de tragiques erreurs judiciaires. Selon le docteur Bensoussan, dans un article de 2011, le syndrome d'aliénation parentale est une campagne de dénigrement d'un enfant contre un autre parent à la suite de manipulations, avec un mélange de proportions, plus ou moins variables, venant de l'enfant lui-même. Il reprend la définition de son promoteur, le docteur Garner. Il n'est pas question dans ce petit clip d'affirmer que les enfants ne mentiraient jamais, qu'ils ne pourraient jamais prendre le parti d'un parent. Il s'agit de voir la pertinence de ce syndrome d'aliénation parentale. Il est assez curieux qu'un ouvrage récent s'intitule « La vérité sort-elle toujours de la bouche des enfants ?» On voit aussitôt que la réponse est contenue dans la question. Car il est bien évident que la vérité ne peut sortir que de la bouche des enfants. Encore faudrait-il la recueillir correctement. C'est par exemple l'objet du protocole du NIST qui fait l'objet d'un autre clip. L'importance des controverses sur les dégâts supposés du sable nous oblige à faire une analyse éthique. Au laboratoire d'éthique médicale de l'Université Paris-Descartes, nous privilégions les méthodes qui reposent sur une évaluation scientifique, à défaut sur une analyse de la discussion, qui aboutit en général à des consensus plus ou moins mous. Mais il est obligatoire de se livrer à une étude des pratiques professionnelles, car des méthodes, des thérapies fondées sur la recherche peuvent être détournées dans des buts idéologiques, comme c'est par exemple le cas pour les statistiques criminelles. Nous allons voir d'abord le syndrome d'aliénation parentale confronté à la recherche scientifique. Vous avez sur cette diapositive une série d'études qui montrent qu'en général, les fausses allégations tournent entre 1 et, disons, 5%. Et encore de nombreuses fausses allégations proviennent d'erreurs d'appréciation. On est bien loin des chiffres que proposent les tenants du syndrome d'aliénation parentale, nous le verrons. Les promoteurs du syndrome d'aliénation parentale espéraient qu'il soit inclus dans le DSM-5 ou la CIM-10, les nomenclatures internationales de l'Association de psychiatrie américaine ou de l'OMS. Ce n'est pas le cas. Il y a ici un petit extrait de ce que pensait la Task Force, qui a fait en sorte qu'il ne soit pas inclus dans le DSM. Des centaines d'articles sont essentiellement polémiques des points de vue personnels, sur des échantillons mal fichus, non randomisés. Donc vous voyez que pour la Task Force, il était bien clair qu'il n'y avait aucune étude probante. Un rapport soumis au bureau chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes du ministère de la Justice américain va exactement dans le même sens et critique Garner, considérant qu'il n'y a aucun élément de preuve et qu'il est dangereux d'évaluer les situations à travers ce prisme. Je vous laisse le temps de lire cette diapositive. Une étude récente extrêmement intéressante réalisée par Silberg et collaborateurs montre que le droit de visite et d'hébergement est généralement plus restreint pour le parent protecteur, que la décision dépend beaucoup de la qualité de l'évaluateur certes, mais aussi de ses croyances dans la pertinence d'un syndrome d'aliénation parentale. Il déplore que les violences conjugales ne soient pas prises en compte alors qu'elles sont prédictives de stratégies d'emprise de la part d'un agresseur présumé. Dans aucun des cas étudiés par les évaluateurs, il n'est apparu que la mère manipulait ou briefait l'enfant. Et enfin, bien entendu, les enfants, soi-disant victimes d'aliénation parentale, comportaient des signes de détresse assez caractéristiques de la maltraitance. Vous les avez dans le numéro 5.
La recherche scientifique ayant débouté le DSM-5, voyons ce qu'il en est de l'éthique de la discussion. La Fédération française de psychiatrie a réalisé une conférence de consensus sur la psychopathologie et les traitements actuels des auteurs d'agressions sexuelles. Puis, plus récemment, en 2007, une audition publique sur l'expertise pénale. Les recommandations les plus importantes sont d'exiger que l'expert désigné pour évaluer un mineur, qu'il soit auteur ou victime, possède une compétence en pédopsychiatrie attestée par sa formation et une pratique régulière. Ce n'est pas toujours le cas. Ce sont bien souvent des psychiatres adultes qui réalisent ces expertises. Et enfin, les psychiatres ne sont pas naïfs, ils recommandent d'évaluer soigneusement les mécanismes d'emprise qu'un parent peut exercer sur le mineur. Par conséquent, le syndrome d'aliénation parentale ne fait pas consensus en France. Il est même carrément débouté dans de nombreux pays. Reste enfin, évidemment, l'éthique de la conviction, celle qui repose sur des avis d'experts. Si l'on prend les arguments rapportés par le docteur Bensoussan, on voit qu'ils n'ont aucune validité scientifique. Il dit avoir réalisé plus de 800 expertises familiales. Il a dit que les juges aux affaires familiales y adhèrent, que les mauvais experts l'ignorent, qu'il a été l'auteur d'un rapport demandé par la chancellerie, qu'il est président d'un comité autoproclamé. On ne voit pas comment un juriste, un juge, aurait des compétences en psychiatrie. Bien entendu, cette éthique de la conviction entraîne des controverses et des passions. Vous avez dans cette diapositive la passion qui s'exprime par le docteur Bensoussan en rouge ou par les réseaux sociaux en bleu. Bensoussan critique une féministe, professeure d'études anglophones, qui critique Richard Gardner, son maître. Sur Internet, on trouve des propos qu'aurait tenus Gardner. Selon lui, la surréaction actuelle à la pédophilie reflèterait une exagération des principes judéo-chrétiens. Sur cette autre diapositive, le docteur Bensoussan critique Madame Grison de Jeansart, l'expert principal. En dessous, il pense que si, quand bien même les parents ne manipuleraient pas l'enfant, le parent aliénant s'accommoderait de l'enfant pour le faire entrer dans une solidarité de naufragés. À gauche, on trouve dans Le Temps, le journal de Genève, en date du 23 juin 2015, des critiques extrêmement sévères, l'attitude du docteur Bensoussan qui est intervenu pour défendre des agresseurs supposés, comme il l'avait fait lors du procès d'Outreau, sans être expert. On note dans certains articles des histoires de chasse. Vous en avez 3 sur cette diapositive. Il y a toujours évidemment un divorce conflictuel, il y a des révélations d'attouchements sexuels ou de maltraitance. Et sans une discussion enserrée, eh bien, on voit que l'enfant est constamment confié à son père et que la mère est manipulatrice, histrionique ou paranoïaque. Il est donc bien évident qu'une notion clinique, un syndrome qui n'est ni validé par la recherche ni par les consensus, ne peut qu'entraîner des passions et des controverses. Si l'on se fonde sur l'éthique des pratiques professionnelles, on voit que le syndrome d'aliénation parentale ressemble à s'y méprendre à une entité reconnue dans les nomenclatures internationales avec une liste de symptômes, 3 critères de gravité. Des affirmations statistiques ahurissantes. Le docteur Delfieux, dans la revue Expert, estime que 90% des soupçons d'abus sexuels exprimés dans le cadre de contentieux relatifs au droit d'exercice de l'autorité parentale, etc., ne se confirment pas. On voit vraiment cette fois-ci que la vérité sort de la bouche de l'expert. Enfin, les cas cliniques que je vous ai présentés sont réellement des histoires de chasse où le raisonnement médico-légal n'est absolument pas présent. Il y a bien entendu des contre-exemples absolument évidents.
des psychiatres qui ont montré que certaines expertises n'étaient pas conformes et que ceux qui les avaient réalisées n'étaient pas des pédopsychiatres. Rappelons ici qu'il existe un fort déni de la maltraitance et que les professionnels de santé ne réalisent que 4% des signalements. Tout ceci nous laisse à penser que le SAP est une recette, une réponse simpliste à des problèmes très complexes qui nécessiteraient des expertises très prolongées. Nous savons que les médecins aiment les diagnostics simples qui ont une réponse thérapeutique. Rappelons-nous la spasmophilie et sa réponse, le magnésium. Quid de l'hyperactivité et de sa réponse, l'amphétamine, Ritaline. Quid de l'augmentation des allégations mensongères, 90%, nous l'avons vu pour le docteur Delfieux, une augmentation inquiétante selon Van Guissigem que rapporte le docteur Bensoussan. Le syndrome d'aliénation parentale n'a pas été retenu ni par le DSM-5 ni par la CIM-10. Selon les défendeurs du syndrome d'aliénation parentale, le DSM-5 serait malgré tout contributif. On y trouve des problèmes relationnels par enfant, des troubles factices imposés à un autre, des abus psychologiques sur l'enfant, des enfants affectés par une relation parentale en détresse. Évidemment, toutes ces choses existent en clinique. Le docteur Roland Coutanceau voudrait déconstruire le syndrome d'aliénation parentale tout en le reconnaissant autrement. De nombreuses alternatives sont apparues, le Munchausen par procuration par exemple, et l'association contre le syndrome d'aliénation parentale chantait victoire en disant que la CIM-11 avait reconnu ce syndrome, ce qui est à l'évidence une fake news. Pour conclure, nous pensons que les psychiatres devraient être formés et avoir un esprit critique. Être bien au fait des stratégies d'inversion perverses, d'accepter les consensus professionnels, s'acharner à rechercher des éléments matériels, c'est-à-dire à confronter les dires des parents. Enfin, travailler en réseau et faire en sorte que les expertises familiales deviennent réellement contradictoires, comme cela est de droit, puisqu'il s'agit d'expertise civile. Malgré ce travail, malgré des connaissances, les idéologies familialistes sont tellement puissantes qu'elles entraînent bien souvent des décisions judiciaires irrationnelles. Je vous remercie.